À tous, nous sommes à Hermillon, exactement en Maurienne, avec un grand reporter d'Antenne 2, un grand reporter Antenne 2 et d'autres comment dire, médias quand même. C'est Philippe Rochaud. Alors, moi je vais lui laisser le micro après tout. Allez, on va s'échanger. Ok, j'ai l'habitude de porter le micro. Il me semble. Alors Philippe, dites-moi un petit peu, une carrière extraordinaire quand même. Vous avez couvert pour Antenne 2 essentiellement, France 2 aussi, oui. ouais, France Bleu aussi, France de 2, nombreux conflits surtout dans le monde. Expliquez-moi un peu tout ça. Quels sont vos souvenirs les plus... Alors d'abord à la base, moi j'ai fait l'école de journalisme de Lille et puis j'aimais beaucoup les événements du monde. C'était à l'époque la guerre du Vietnam et j'avais demandé à faire mon service national en coopération dans un journal francophone qui soit au Cambodge ou au Vietnam. Et on m'a dit écoutez, il n'y a pas ce genre de choses, mais par contre on cherche quelqu'un pour aller en Arabie Saoudite s'occuper des émissions en français. Donc je suis parti comme ça en Arabie Saoudite m'occuper des émissions en français et je me suis passionné pour le conflit du Proche-Orient. Et donc j'ai toujours eu envie de couvrir les événements du Proche-Orient. Donc vous comprendrez que je n'ai pas été déçu par tout ce qui s'est passé. J'ai commencé en fait par la guerre du Kippour en 1973. Et je me souviens qu'à l'époque, je me disais, au moins, tiens, quand je serai plus à la télé, quand je serai à la retraite, ce conflit sera fini. Et aujourd'hui, ce conflit, comme vous voyez, c'est considérablement aggravé. Et donc j'ai couvert cette guerre. Et puis ensuite, je me suis trouvé comme correspondant de France Inter à Beyrouth. La guerre civile du Liban a commencé. Il y a eu le débarquement turc à Chypre. Donc j'ai été pris un peu dans cet engrenage des conflits du monde. Et j'ai couvert également la guerre Irak-Iran, la révolution iranienne, et puis l'Afghanistan. Bon, l'Afghanistan, c'est mon meilleur souvenir de reportage en 1980, à l'époque où les Soviétiques avaient envahi l'Afghanistan. Donc ça n'était pas possible d'obtenir un visa parce que les Russes et les communistes afghans ne voulaient pas délivrer de visa aux journalistes occidentaux. Et donc on était parti à pied depuis le Pakistan, depuis la province de Miramshah, pour gagner la province de Kaboul. Alors on était parti avec une caravane de munitions et de moudjahidines, de combattants afghans qui allaient alimenter le front de Kaboul. Et donc c'était une belle expérience de reportage parce qu'on était complètement intégrés à cette caravane. Donc on mangeait ce que les combattants mangeaient, c'est-à-dire pas grand-chose. On dormait dans les mosquées, dans les villages. Et puis on était obligé aussi de s'habiller en afghan pour passer inaperçu. Mais moi, j'ai pas vraiment le type afghan, et donc dans les villages, quand on traversait, les gens pensaient que j'étais un Russe. Et donc les paysans disaient ah mais celui-là c'est un Russe. Et donc les combattants afghans se marraient. Moi, je me marrais pas trop. Et donc ils disaient mais non c'est un Français, c'est un journaliste français. Les Français sont avec nous dans cette guerre contre l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Voilà. Donc il y a eu comme ça des dizaines de reportages, des centaines de reportages que j'ai pu faire pour France 2. Bon, il y a un reportage qui a mal tourné, c'était en 1986, alors que l'affaire des otages commençait déjà. Voilà, c'est celui dont les Français se souviennent aussi, surtout. Oui, les Français se souviennent de ça, enfin ça me frappe toujours parce que ça fait quand même 38 ans. Les Français se souviennent de ça parce que nos portraits, nos photos passaient tous les jours en ouverture du journal télévisé de 20h. Mais donc c'était l'époque où la France soutenait l'Irak dans sa guerre contre l'Iran et l'Iran se vengeait à travers ses alliés, ses proxys au Liban et faisait également, chapeautait également des attentats en France. Et puis il y avait aussi ces prises d'otages. Donc nous, quand on a été pris, il y avait déjà 4 otages qui étaient là. 2 diplomates, Marcel Carton, Marcel Fontaine, un journaliste, Jean-Paul Kaufmann, et puis un chercheur, Michel Serra. Donc le fameux djihad islamique avait annoncé ce qu'il a appelé l'exécution de Michel Serra. Donc nous on était partis d'urgence pour essayer d'expliquer ce qui se passait au Liban. Et puis on a été capturés comme ça parce que la situation était vraiment très tendue pour les Français, quoi. Ça a été un tournant dans ma carrière en ce sens qu'après j'ai plus trop osé retourner au Liban. Et j'ai été nommé comme correspondant en Allemagne, mais j'ai eu ce que j'appelle mon lot de consolation, c'est-à-dire que j'ai vécu la chute du mur de Berlin. Et donc pour moi, qui suis né juste après la guerre, qui connaissait très bien le partage de l'Europe entre l'Europe de l'Ouest occidentale et puis l'Europe de l'Est communiste, c'était vraiment un événement historique capital, quoi. Très important, qui a marqué la fin du XXe siècle pratiquement. Au Liban, on vous a tous les jours, parce que, alors j'explique quand même, Philippe m'a pris mon micro, mais c'est normal, c'est son métier. Voilà, je le récupère. Je vais lui rendre après, parce qu'il explique tout ça très très bien. Alors on va revenir un petit peu sur le Liban. Ça se passait comment là-bas?
on vous mettait le stress tous les jours, c'était... Alors, Allez, oui. allez, je le tiens le micro, allez. Vous l'avez Oui, suffisamment moi tenu dans j'étais votre vie. j'étais très pessimiste sur ma détention puisque les, les, euh, les terroristes m'avaient dit que je serais exécuté et donc je m'attendais à ça tous les jours. Alors par exemple, ils nous asseyaient sur un tabouret, ils mettaient un pistolet sur la tempe et puis derrière ils faisaient péter un ballon pour nous déstabiliser, vous voyez. On Ouais. était également enchaînés jour et nuit alors, au début par les mains et par les pieds et puis après seulement par les pieds. Et puis il y avait surtout l'inquiétude parce que c'était des gens complètement imprévisibles, vous voyez, il pouvait leur passer n'importe quoi par la tête. Et donc c'est ça qui faisait surtout l'angoisse de la détention, quoi. Et puis bon, aucun otage jusque-là n'avait été libéré, au contraire, ils avaient annoncé l'exécution d'un otage, donc je m'étais dit, ben voilà, on est dans le circuit des exécutions, quoi. Et puis bon, c'est des gens aussi qui souffrent de paranoïa. Alors quand ils trouvent sur vous, par exemple, je sais pas, moi j'avais mon carnet d'adresse au Liban, ce qui est un truc tout à fait anodin. Donc dans mon carnet d'adresse au Liban, j'avais des contacts avec aussi bien les chrétiens que les musulmans, que les palestiniens, que l'armée libanaise et tout ça. Alors donc chaque contact était suspect. Pourquoi vous avez ce contact-là? Bah, moi je suis journaliste, je rencontre tout le monde, je fais parler les gens et tout. Ouais. Et donc vous voyez, c'était très, très déstabilisant que de vivre une épreuve pareille, quoi. Ça a duré combien de temps tout ça? Alors pour moi, ça a duré 4 mois, mais il y en a qui ont fait mieux, si j'ose dire. Il y en a qui sont restés 3 ans. Par exemple, Jean-Paul Kaufmann est resté 3 ans. Jean-Louis Normandin est resté presque 2 ans, 20 mois. Et donc là, l'épreuve est également beaucoup plus dure. Bien que quand vous rentrez dans une détention pareille, vous ne savez pas combien de temps vous allez rester, quoi. Comme je dis toujours, un prisonnier de droit commun, il compte les jours qui vont le séparer de sa libération. Mais un otage, il ne peut compter que les jours à partir desquels il a été pris, quoi. Et c'est ça qui fait l'angoisse de la situation. Et vous n'aviez aucun contact avec soit le gouvernement français, soit rien? Non, non, absolument pas. Non, non, au contraire. Le seul contact que les Français ont eu sur notre détention, ça a été une photo qu'ils ont faite 3 semaines après notre arrestation et puis qu'ils ont envoyé, je ne sais pas par quel moyen, mais qu'ils ont envoyé au gouvernement français, je pense, et là où ils mettaient peut-être les objectifs de la négociation, quoi. Qu'est-ce qu'ils attendaient de nous, quoi. Qu'est-ce qu'ils attendaient des Français. Alors Philippe, vous avez écrit un livre, c'est sur votre vie, là vous l'avez avec nous, vous allez nous le faire voir ce livre. Alors c'est Reportage pour mémoire, ce livre que vous avez écrit, et vous parlez un petit peu de tous ces événements, c'est votre vie finalement que vous avez remis, parce que vous êtes surtout aussi photographe. Donc c'est votre vie ce livre. On mettra dans le post le lien, le titre du livre et puis le lien, ainsi que le lien pour vous contacter. Ce livre raconte un peu votre vie de reporter, journaliste, reporter, photographe. En fait, c'est surtout un livre de photos, hein, parce que moi j'aime beaucoup la photo. À la base, je voulais faire reporter photographe et faire des articles et écrire des textes et faire de la photo. Finalement, j'ai pris une autre orientation que je ne regrette pas du tout, mais j'ai conservé cette passion pour la photo. Donc chaque fois que j'allais en reportage, je m'efforçais toujours, parallèlement à mes reportages, de faire des photos. Et donc j'ai des photos comme ça de la révolution iranienne, des Palestiniens, de la guerre au Rwanda, enfin bon, de tous les 4 coins du monde. Et pour moi, c'est des éléments importants parce que c'est des souvenirs que j'ai avec moi, que je peux présenter, exposer et tout. Et donc, il y a effectivement du texte, mais j'attache beaucoup plus Vous d'importance avez à fait voir l'image. quelques photos, Oui. mais Oui, j'attache. on va Par exemple, voir un oui, peu. tout à fait par hasard, je tombe là, je suis avec un chef kurde. Oui, Avec un chef kurde, Gassemlou, qui sera assassiné 2 ans plus tard parce qu'il a entamé une négociation avec les Iraniens et il sera assassiné en Autriche, je crois. Voilà. Donc il y a surtout des photos que j'ai faites. Vous voyez, alors, par c'est exemple, toute une partie de votre vie oui. qui est Là, la ici. révolution iranienne, donc c'est les femmes qui tournent autour de l'ambassade américaine à Téhéran, où il y a déjà 53 otages américains qui ont été capturés. Et donc je ne savais pas que 5 ans plus tard, ça allait être mon tour d'être otage aussi De l'Iran, quelque part. oui, de gens qui sont manipulés par l'Iran apparemment. Alors, ce livre, on mettra les liens tout à l'heure pour pouvoir l'acquérir. Donc aujourd'hui, vous êtes tourné sur l'écriture. Pourquoi ce livre? Il va y avoir d'autres livres? Je suis tourné sur le témoignage. Non, j'ai pas non plus énormément de photos. Comme je dis toujours, j'étais pas payé pour faire des photos, mais pour faire de la télévision. Donc il n'y aura pas d'autres livres de photos. Enfin, je ne pense pas. Ou peut-être un livre sur la France, parce que j'aime bien aussi. Mon regard sur la France est important, en ce sens que j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, donc j'ai peut-être un regard différent du photographe classique qui photographie la France. Donc ça m'amuserait effectivement de publier sur la France.
Mais, Alors, oui. c'est quel éditeur ce livre, si on veut le trouver? On le C'est trouve sur un- Internet de toute ouais, manière. c'est un éditeur qui s'appelle Éric Bonnier, oui, ça se trouve sur Internet. Éric Bonnier qui fait beaucoup de livres sur le monde arabo-musulman, comme on dit. Et donc, c'est les régions que j'ai beaucoup fréquentées et que j'aime, quoi. Voilà. Ben, Philippe, bravo pour tout ce que vous avez fait déjà. C'est une vie quand même, il y avait de quoi écrire un roman quand même, avec une vie aussi, on va dire bouleversée, mais aussi passionnante peut-être aussi. Mais j'aime pas trop les romans, moi j'aime bien les choses réelles, donc j'aime Oui. bien expliquer les faits et pas créer des personnages fictifs qui n'ont pas existé. Il y a tellement de choses à raconter dans le réel que je pense que c'est pas la peine d'écrire des romans. Et dans votre livre, on voit des choses, des anecdotes qu'on n'a pas vues à la télévision alors. Oui, parce que c'est un peu, disons, un peu les secrets de l'image, quoi. Comment on fait aujourd'hui des reportages en images, hein, et quels sont les problèmes qu'on rencontre, aussi bien vis-à-vis des combattants, vis-à-vis des gens eux-mêmes, aussi je veux dire, le respect qu'on doit avoir pour les gens, hein. Hier soir, dans ma conférence, je citais le Tibet, par exemple. Bah, quand on va au Tibet et qu'on est très contrôlé par les autorités chinoises, qu'on arrive à s'échapper un peu, à faire des interviews avec les gens, si les gens émettent trop de critiques vis-à-vis du gouvernement tibétain, ça peut leur apporter des ennuis. Donc c'est à nous de aussi contrôler l'information, ce qu'ils vont dire, pour ne pas qu'ils soient inquiétés après par les autorités. Ah oui, évidemment. Vous avez quel regard aujourd'hui sur ce qui se passe au Liban? Est-ce qu'on peut en parler? Oui, bien sûr. Ben, ce qui se passe au Liban actuellement, c'est quelque chose d'énorme, quoi, parce que on voit qu'il y a aujourd'hui 1 million de personnes qui ont été déplacées, donc pour une population qui doit faire 4-5 millions d'habitants, c'est quand même énorme, quoi. Alors est-ce que les Israéliens arriveront à mettre au pas le Hezbollah et à l'étouffer? Personnellement, je ne pense pas. Il faut qu'il y ait aussi un accord politique derrière. Mais ce qui est choquant dans le Liban, c'est ce qui a toujours été, quoi. À l'époque des années 80, c'était les Palestiniens qui étaient mieux armés que l'armée libanaise. Donc là, c'est les Israéliens qui ont nettoyé le terrain, si j'ose dire. Et puis là, aujourd'hui, vous avez le Hezbollah qui est mieux armé que l'armée libanaise, qui fonctionne comme une armée supranationale, quoi. Donc l'État libanais est complètement écrasé, ce qui est quand même choquant, je veux dire. Mais ça, c'est dû aussi à la fragilité du pays, parce que le pays est divisé entre communautés. Comme vous savez, c'est le président de la République doit être un chrétien, le Premier ministre un musulman sunnite, le président de la Chambre un musulman chiite. Donc le pouvoir continue d'être partagé entre les religions, entre les communautés. Et c'est ça ce qui paralyse toute initiative au Liban. Si vous y ajoutez la corruption, la misère aussi, parce que l'économie du Liban ne tourne plus, la monnaie libanaise, la livre s'est effondrée, vous avez le drame que vit actuellement le pays. Mais je ne suis pas persuadé que les Israéliens arriveront à éradiquer le Hezbollah, et ensuite il y aura certainement des volontés de vengeance, de revanche sur ce qui s'est passé aujourd'hui, aussi bien à Gaza qu'au Liban. Merci beaucoup Philippe, on va regarder encore une dernière fois ce livre. Donc on a toutes ces informations sur ce reportage pour mémoire, reportage avec un S bien sûr, pour mémoire. Donc là c'est un petit peu tous les pays que vous avez traversés dans votre carrière. Merci beaucoup Philippe, et Merci puis on à va vous. mettre le lien bien entendu. Bonne continuation, prochain livre, n'hésitez pas à nous appeler. Merci beaucoup. Merci.